Bien, bonjour à tous les auditeurs de cette session. Je vais vous parler aujourd'hui d'épargne sanguine en chirurgie cardiaque, qui est un sujet particulièrement important dans notre discipline à l'heure actuelle. Et comme vous le savez, c'est une discipline, la chirurgie cardiaque, qui est une discipline assez médico-chirurgicale dans la mesure où nos intrications avec les cardiologues sont extrêmement importantes. Alors, ce que l'on appelle aujourd'hui le patient blood management est une stratégie de prise en charge des patients qui a particulièrement le vent en poupe, qui a beaucoup de succès et qui vise à optimiser les résultats et les coûts des hospitalisations. Cela repose sur plusieurs piliers, trois piliers qui globalement cherchent à optimiser la masse cellulaire sanguine, minimiser les saignements périopératoires et adapter la physiologie, notamment la réserve physiologique, à l'anémie. Ceci à tous les moments d'une prise en charge chirurgicale, en préopératoire, en péropératoire et en post-opératoire. Alors la CEC conventionnelle, elle est maintenant bien connue. Elle consiste à, sur un circuit qui a été débulé, utiliser une dose d'héparine intraveineuse administrée par le chirurgien de l'ordre de 300 unités par kilo. C'est donc quelque chose qui est fondé sur le poids du patient, auquel on ajoute d'ailleurs 5 unités bien souvent dans le liquide d'amorçage. Et l'anticoagulation de ces patients repose sur la détermination d'un paramètre biologique mesuré en salle d'opération qu'on appelle l'ACT, qui est l'équivalent d'un TCA sur sang total plutôt que sur plasma. La valeur normale d'un patient non anticoagulé est de l'ordre de 100 à 120 secondes, et vous voyez que le niveau requis pour démarrer une CEC est 4 fois supérieur à ce niveau normal, puisqu'il est aux alentours de 480-500 secondes. Le monitorage s'effectue avec des automates dédiés à cette discipline. Et en fin d'intervention, il est important de neutraliser cette anticoagulation en utilisant du sulfate de protamine, dose pour dose. En tout cas, c'est ce qui est effectivement rapporté dans tous les processus classiques de CEC. Le suivi immédiat du saignement se fait par l'évaluation du saignement plus ou moins la prise au bloc opératoire et le recours transfusionnel. Alors, il existe une définition universelle du saignement périopératoire et les auteurs qui ont proposé cette définition eh bien, ont déterminé quels étaient les facteurs de risque d'un saignement important, notamment l'âge, plus les patients sont âgés, plus ils vont saigner, l'anémie, et on peut observer jusqu'à 40% de patients anémiques en préopératoire, et puis l'utilisation, en particulier chez ces patients, des agents antiplaquettaires depuis moins de 5 jours, ainsi que les anticoagulants, que ce soit des AVK ou des nouveaux anticoagulants depuis moins de 2 jours. Alors, la chirurgie sous CEC est effectivement un facteur de risque de saignement lorsqu'elle est réalisée avec une anticoagulation totale par rapport à une chirurgie à cœur battant. Alors, il existe des recommandations sur le patient blood management en CEC qui ont été formulées en 2017. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont largement recommandées, notamment comme la limitation de l'hémodilution, des choses qui sont intéressantes à considérer. On va revenir sur certains de ces paramètres, et puis des choses qui aujourd'hui, des pratiques qui n'ont plus cours et qui ne sont plus recommandées. Vous avez les références de ces articles que vous pouvez vous procurer. Ces recommandations ont pas mal évolué, je dirais, au cours des dernières années, puisque vous voyez qu'il y en a eu trois au cours des 3 dernières années, 2017, 18 et 19, qu'elles soient européennes ou nord-américaines. Vous voyez que toutes ces recommandations font encore la part belle à l'administration d'une dose d'héparine en kilos par rapport au poids du malade, et que le monitorage se fait encore sur des niveaux d'ACT ou d'héparinémie très élevés, à plus de 480 secondes. Néanmoins, la toute dernière de ces recommandations évoque pour la première fois la possibilité de la réduction de l'anticoagulation en CEC. Vous trouverez toutes ces références en bas de la diapositive. Alors, qu'en est-il en fin 2018 de ces pratiques au niveau mondial? Eh bien, vous voyez que si l'on tient compte des 25% des équipes qui ont une approche personnalisée de l'anticoagulation par la détermination d'un HDR, c'est-à-dire d'une héparine dose réponse, eh bien, tous les autres utilisateurs de l'ACT, c'est-à-dire 70% d'entre eux, recourent à des valeurs importantes de l'ACT pour le démarrage en CEC à plus de 400 ou 480 secondes. Où en sommes-nous dans la vie réelle en termes de saignement? Eh bien, vous voyez que les saignements en chirurgie cardiaque sont importants. En particulier,
lorsque l'on associe à une chirurgie de revascularisation myocardique une chirurgie valvulaire, plus de la moitié, largement plus de la moitié de ces patients sont encore transfusés en dépit des progrès qui ont été observés au cours des dernières années et qui sont significatifs. Donc, il y a effectivement quelque chose à faire pour diminuer ce recours transfusionnel. Alors, on peut se poser les questions de savoir sur quoi ont été fondées ces fameuses recommandations de l'anticoagulation en CEC. Eh bien, je peux vous le dire, tous les ouvrages le rapportent sur deux publications de 1975 par l'équipe de Brian Bull et de ses collaborateurs et qui ont travaillé sur une première publication comportant 8 patients et sur une deuxième publication comportant 25 patients. Mais il est très intéressant, lorsque l'on peut lire ces deux articles, de regarder la conclusion, qui n'est pas du tout celle qui a été reprise dans les recommandations. Elles ont été dévoyées, car Boulle, déjà en 1975, disait que globalement, à partir de 300 secondes d'ACT, eh bien, on sécurise l'opération. Les 480 secondes qui avaient été évoquées n'étaient qu'une marge de sécurité supplémentaire, et c'est là que le message a été dévoyé. En attendant, il préconise également qu'un ACT à plus de 600 secondes, ce qui se rencontre assez fréquemment, est totalement déraisonnable. Alors, comment optimiser aujourd'hui, au XXIe siècle, l'anticoagulation en CEC? Eh bien, je peux vous proposer deux stratégies, donc vous allez me dire que ce sont probablement les mêmes. En fait, c'est un peu différent. La première, c'est de réduire la dose d'héparine de moitié, par exemple, sans rien changer par ailleurs. Et la seconde, ça n'est pas de réduire l'héparine, tout au moins ce qu'on cherche à réduire, c'est le phénomène d'anticoagulation en déterminant un ACT cible. Et là, il s'agit réellement d'une pratique qui n'est pas fondée sur le poids du patient pour administrer la dose initiale d'héparine, mais une pratique d'anticoagulation adaptée à chaque patient selon les circonstances. Et ceci nécessite bien évidemment le recours à un monitorage dédié. Si vous ne deviez lire d'ailleurs qu'une seule publication Princeps sur le sujet, je vous recommande celle-ci, celle de Gabriel Aldea, qui avait à l'époque effectivement réalisé un essai clinique randomisé prospectif comparant une anticoagulation conventionnelle avec une anticoagulation réduite. Il avait pu observer chez ses patients une réduction significative du taux de transfusion. De façon tout à fait intéressante, bien qu'en apparence paradoxale, une réduction des phénomènes emboliques, sans pour autant être capable de mettre en évidence une corrélation entre la diminution du processus d'anticoagulation et la production de thrombine, et sans prendre de risques supplémentaires sur les fonctions cognitives et l'embolisation cérébrale. Alors, quels sont les 10 commandements pour parvenir à cette méthode que nous utilisons en routine depuis maintenant 18 ans? Eh bien, vous pouvez les voir. Nous utilisons des réductions d'anticoagulation avec des cibles à 250 secondes pour les pontages et 350 secondes pour tout autre type de chirurgie, avec un monitorage dédié, comme je vous l'ai dit, qui permet une titration précise non seulement de l'héparine, mais également de la protamine, ceci visant à réduire le ratio protamine sur héparine aux alentours de 0,3 à 0,6 pour 1, mais non plus 1 pour 1. Nous utilisons systématiquement de l'acide tranexamique et nous opérons désormais en normothermie. Nous n'utilisons plus l'hypothermie qui induit une coagulopathie liée au froid. Il est très important de pouvoir contrôler ces aspirations chirurgicales péricardiques, car le sang qui est dans le péricarde est un sang très activé, un sang hautement activé, c'est la même chose dans les plèvres, et retransfuser ce sang à l'aide des récupérateurs de CEC qui sont branchés sur la machine cœur-poumon induit la retransfusion de sang activé, ce qui est dangereux pour le malade. Il faut donc utiliser systématiquement un cell saver permettant d'éliminer ces médiateurs inflammatoires et ces médiateurs de la coagulation pour ne retransfuser que les érythrocytes. Nous utilisons des circuits de CEC biocompatibles, c'est-à-dire pré-héparinés avec des membranes qui reproduisent l'interface air-sang, ce sont des circuits clos, et nous limitons autant que possible l'hémodilution par des techniques de rétropriming qui nécessitent une collaboration active entre le chirurgien et le perfusionniste, mais également en étant attentif au remplissage préopératoire, ce qui effectivement implique aussi la participation active de l'anesthésiste à ce niveau. Les purges cavitaires au CO2 sont thrombogéniques, elles doivent être évitées autant que possible, même si c'est un phénomène qui n'est pas encore très très connu. Et puis, il est fondamental d'éviter la stagnation de sang dans le circuit en fin d'intervention, ce qui fait effectivement participer autant que le chirurgien l'instrumentiste IBOD en cours d'intervention. Enfin, ce n'est pas parce que
On a la capacité de réparer nos erreurs qu'il faut en commettre. Il est fondamental de prévenir plutôt que guérir et donc de respecter une hémostase chirurgicale rigoureuse dès le début de l'intervention. En conclusion, j'espère vous avoir communiqué assez brièvement le rôle essentiel du chirurgien dans l'épargne sanguine en CEC, en vous communiquant ces deux communications, ces deux publications qui démontrent ce qu'est la triade mortelle en chirurgie cardiaque, à savoir le saignement important, la transfusion et l'anémie, pour conclure que le taux de transfusion d'un service de chirurgie cardiaque représente très probablement un de ses meilleurs indicateurs de qualité. Donc voilà, vous avez vu cette communication, j'espère qu'elle vous a intéressé. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ça a été une révolution pour nous dans notre pratique. Et aujourd'hui, chez nos patients coronariens, qui pour les 2 tiers d'entre eux sont opérés sous l'action de l'aspirine et d'un deuxième antiaérégant plaquettaire, eh bien, nous avons réussi à baisser le taux de transfusion à moins de 20%. C'est un progrès considérable, c'est une réduction des coûts qui est considérable et moins de morbide mortalité pour nos patients. Je vous remercie.